Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette, merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, n'oubliez pas quelques petits commerciaux. Partagez le podcast, ça ferait notre affaire. Abonnez-vous à la chaîne, ça ferait notre affaire. Participez à notre concours en inscrivant l'indice dans la section commentaires sous le podcast sur la chaîne YouTube Les vraies affaires zéro bullshit. Ça ferait notre affaire et possiblement la vôtre pour y gagner 100 $. Puis encouragez nos commanditaires, notamment C-Focus, une entreprise qui va faire l'évaluation gratuite de votre site web. Si vous êtes en affaires, vous utilisez de plus en plus le web, bien sûr, pour des transactions, pour faire connaître votre commerce, vos produits. Bien, est-ce que ça fait longtemps que vous avez fait une évaluation de votre site web? Si oui, bien, on vous l'offre gratuitement par l'équipe de C-Focus. C'est facile. Simplement, appelez en commerce, appelez C-Focus. On va y aller. On va aller analyser tout cela tout à fait gratuitement. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler du budget du Québec qui a été dévoilé jeudi soir 16h. Je veux vous donner mon appréciation de cela, mais tout d'abord, je veux peut-être prendre quelques minutes pour cadrer c'est quoi un budget quand le Québec dépose un budget, pourquoi c'est important. Ça serait la même chose au fédéral. On sait que le fédéral, ça serait le 19 avril prochain. Bon, alors le gouvernement du Québec dépose aujourd'hui son budget. Qu'est-ce que c'est un budget? Bien, tout d'abord, c'est essentiellement la prévision de ce qu'on va faire, les priorités, la vision de ce gouvernement pour la prochaine année. C'est important parce que avec un budget, on voit où on va mettre l'argent en termes de dépenses, la priorisation des dépenses, puis ça démontre également comment on va aller chercher l'argent. Alors, la colonne des revenus, est-ce que le gouvernement a l'intention d'augmenter les impôts? Est-ce qu'il veut les baisser? Est-ce qu'il veut créer de nouvelles taxes? Etc., etc. Le gouvernement, donc, joue sur les deux colonnes en même temps, plus que ça, là, mais joue sur les revenus, joue sur les dépenses. C'est là qu'on voit la vision en termes d'infrastructure, comment on voit ça au Québec. Évidemment, on voit aussi la projection de la croissance économique, comment le gouvernement voit sa croissance économique pour la prochaine année. Alors, c'est très important en termes de vision macro. C'est important aussi dans les chiffres puis dans les détails, vous allez le voir dans une petite minute, mais dans la projection macro, c'est là qu'on voit où est-ce que le gouvernement s'en va, où est-ce qu'on veut aller, quelles sont les priorités de ce gouvernement. Alors, et comment ça se prépare sur un budget? C'est de longue haleine. Vous savez qu'il y a un ministre qui s'appelle le ministre des Finances. Le ministre des Finances, sa job principalement dans la vie, lui là c'est ça. C'est de faire le budget du Québec, préparer le budget du Québec. C'est un poste important, mais honnêtement, là, dans la vraie vie, là, moi, je trouve qu'il est surévalué comme poste. C'est l'équivalent de peut-être, quel exemple je pourrais prendre? Peut-être un capitaine d'une équipe de hockey. C'est important, mais on apporte peut-être trop d'importance au rôle du capitaine quelquefois. Le ministre des Finances, il a sa journée, le jour du budget, après ça, il est plus effacé, disons. C'est plus rare qu'on le voit. Le ministre du Développement économique, dans le cas présent, M. Fitzgibbon, a beaucoup plus les mains mises sur l'économie du Québec, je trouve. Le ministre de la Santé dépense une grosse partie du budget du Québec. Alors, le président du Conseil du Trésor a un rôle très important. Alors, le ministre des Finances, je trouve que c'est souvent surévalué. Alors, il y a une consultation prébudgétaire. Le gouvernement du Québec donc a instauré ça, là, une consultation prébudgétaire. Beaucoup de groupes d'intérêt font valoir leur nombril. C'est pas péjoratif, c'est leur job. Quand dans ta vie, toi, à tous les jours, tu te lèves pour revendiquer du logement social, bien, un logement communautaire, en consultation prébudgétaire, tu vas vouloir du logement social. Si toi, tu défends les agriculteurs, bien, toi, dans une consultation prébudgétaire, tu vas défendre les agriculteurs. Si tu es une association de mères au foyer, tu vas défendre ça. Si tu es une association de gens qui vendent, je sais pas moi, du Coke et du Pepsi, ben vous allez défendre de ne pas taxer le sucre dans les boissons gazeuses. C'est de même ça se passe. Alors, il y a un équilibre, il y a de l'arbitrage qui se fait, c'est pour ça qu'ils sont élus, et suite aux consultations prébudgétaires. Mais, c'est pas juste, des consultations prébudgétaires, ça n'existe pas juste à l'extérieur du gouvernement, ça existe aussi au gouvernement. Alors, les différents ministres, que ce soit la santé, l'éducation, le transport, etc., ben, ont des moments où ils doivent rencontrer le ministre des Finances pour aller plaider pour son bout de jardin. D'ailleurs, les ministres, habituellement, sont appelés
à la veille du dépôt du budget, on leur demande de lire leur section, la section qui touche à leur ministère, pour être prêts là, le jour du dépôt. Parce que habituellement, les ministres ont pas tout lu le budget. Les ministres, mis à part le premier ministre, le ministre de la Justice n'a pas nécessairement lu tout le budget. Il va avoir lu la section qui le touche directement. Alors, on arrive donc à cette grande journée. Beaucoup de fonctionnaires travaillent à cela. Il y a un grand secret relié au budget, c'est important, pour ne pas avoir ce qu'on pourrait appeler, là, probablement à tort, mais c'est proche là, de délit d'initié. Si on apprenait que dans le budget, on va augmenter les taxes sur telle chose, ben les gens pourraient se précipiter pour éviter l'augmentation de taxes. C'est pour ça qu'il y a un secret relié au budget. C'est pour ça aussi que le budget est déposé à 16 heures à l'Assemblée nationale pour que ça soit déposé après que les marchés financiers soient fermés. Donc, ça, c'est une pratique courante. Alors, quand on dépose un budget, c'est à 16 heures. Et aujourd'hui, ben, pour préparer tout cela, pour préparer le dépôt du budget, pour que les médias ont gagné avec le temps, le fait qu'on peut-tu le lire avant pour qu'à 16 heures, on soit capable de dire quelque chose d'intelligent pour pas qu'on commence à lire à 16 heures. Alors, il y a un huis clos d'imposer. Avant, tous les journalistes se ramassaient à la même place, puis il y avait un buffet, puis voyez donc, avec la pandémie, c'est plus de même. Il y a eu beaucoup de virtuels maintenant reliés à ça, bien que les journalistes étaient réunis avec 2 mètres aujourd'hui, puis ils lisaient physiquement le budget, mais quand il y avait des questions, on utilisait les plateformes Zoom notamment pour poser des questions aujourd'hui. Ça, c'est le contour du budget. Alors, le ministre aujourd'hui s'est levé, a déposé un budget. Je veux tout de suite expliquer que c'est un premier vrai test budgétaire. Puis je m'explique. Les premiers budgets, là, lorsque le gouvernement est arrivé, a été élu en 2018, a déposé un budget donc 2019, 2020, on s'en souviendra, le budget de l'année passée, donc c'est le 3e budget. Dans les 2 premiers budgets, soyons réalistes là, c'était quoi le contexte? Le contexte, c'était que le gouvernement arrivait, après avoir vu les libéraux sacrés dehors, après que les libéraux ont fait un job de bras, à renflouer les coffres de l'État, de remettre les finances en ordre. Alors, les caquistes sont arrivés dans un contexte où l'économie roulait à plein, où les coffres étaient pleins, puis ils arrivaient avec leur programme politique. Alors, quand tu es ministre des Finances, puis tu as deux piles sur le bureau, tu as les états financiers du gouvernement, puis tous tes fonctionnaires te disent, je ne sais plus où mettre l'argent, le ménage a été fait, puis là, on a bien de l'argent en banque, on est dans le trèfle à 4 feuilles, ça va bien. On a une croissance économique majeure, ça va bien. On a un très faible taux de chômage, ça va bien. Les taux d'intérêt sont bas, ça va bien sur notre dette. Le budget est équilibré, ça va très bien. Puis de l'autre pile, M. Girard avait ses engagements électoraux. Puis là, il y avait 4 ans pour réaliser ça. Fait que là, il a commencé à donner des nananes, puis à dépenser de l'argent, puis on va faire ci, puis on va faire ça. C'est pas mal plus facile faire des cadeaux de Noël quand tu viens d'avoir un gros boni à la job. Quand tu as une job, puis tu as eu un gros boni. Puis là, tu prends la liste de Noël des enfants, puis ben ils en veulent 4 à faire. Ben, je suis capable d'en donner 4 cette année, ben m'en donner 3. Le contexte est pas mal différent maintenant. J'ai plus de job, j'ai pas eu de boni, puis la liste était rendue à 6. Il y a plus de besoins. Puis là, le gouvernement est pogné à dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire? » Et j'y arrive. Tout ça pour dire que les 2 premiers budgets, aurait fallu vraiment qu'il soit mauvais, le ministre des Finances, pour pas frapper des home runs. Puis malgré ça, il y a du monde qui disait « Comment ça fait que je suis pas financé? » etc. Mais tu as de l'argent à la mort, l'économie va bien, taux d'intérêt sont bas, puis tu as une liste d'épicerie que tu viens de te faire valider par l'électorat en disant « Oui, fais ça comme programme politique. » On va rajouter à ça qu'il n'y a rien que les libéraux étaient capables de dire qui était crédible. Ils venaient de se faire sacrer dehors. Il y avait l'hécatombe d'un rang libéraux, puis ils sortaient de se faire dire c'est l'austérité, l'austérité, l'austérité. Crise de niaiserie, là. Parce que grâce à l'austérité, là, ben, les coffres étaient pleins. Le gouvernement a toujours dit à l'époque, il faut faire du ménage dans nos finances publiques pour avoir la capacité de faire des choix. Mais c'est exactement ce qui est arrivé. Il y a eu du ménage de fait, puis c'est les caquistes qui ont fait les choix. Alors, la faiblesse de l'opposition, contexte général, fait en sorte que les 2 premières années, c'était « wow ».
Tu sais, le party est pogné, puis c'est bien beau. Là, même à ça, rappelez-vous, l'année passée, on a eu un budget, 2020. Écoute, le ministre Girard s'est levé à 16 heures l'année passée, en 2020. À 16 heures pour lire le budget. À 16h30, à 4h30, il était déjà passé date. Hey, ça a reviré Sainte-Saëns parce qu'il n'avait pas prévu la pandémie. Puis je vais y revenir. Parce qu'on va vivre la même chose aujourd'hui, dans une certaine mesure. Vous allez voir pourquoi. Alors, ça, c'est le contexte budgétaire. Alors, le ministre des Finances aujourd'hui est arrivé, puis il a déposé un budget dans le contexte pandémique. Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Eh bien, c'est un budget qui essentiellement est un budget très prudent. Prudent parce que, qu'est-ce qu'il a fait le budget? Bon, il a mis de l'argent dans les missions essentielles, santé, éducation. Parce qu'il faut mettre bien de l'argent en santé, notamment, avec la COVID. Il fallait en mettre beaucoup, puis là, la COVID a augmenté ça. Il a mis de l'argent pour la reprise économique, mais c'est probablement là la plus grande faiblesse du budget, où tu ne vois pas de fil directeur, fil conducteur. Tu ne vois pas où on veut s'en aller avec la reprise. Il y en a un petit peu partout pour tout ça de maudites affaires, mais il n'y a pas de fil conducteur. Puis c'est pas suffisamment important comme chiffre pour faire une vraie différence. Exemple, formation professionnelle. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'argent là-dedans qui va faire la grande différence pour requalifier une main-d'œuvre qui est peut-être passée date là, dans certains domaines. Alors, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que il n'augmente pas les impôts. Fait que pour faire balancer tout ça, il a décidé de repousser l'atteinte de l'objectif du déficit zéro. Au Québec, on s'est doté d'une loi. C'est drôle que des parlementaires votent des lois pour les obliger, eux autres, à faire quelque chose. J'ai toujours été bien prudent ou sceptique par rapport à ça. La preuve, ben, aujourd'hui, on se dit, je m'en balance de la loi. La loi dit, tu peux pas faire des déficits, sauf que en situation extrême, tu peux en faire un, mais ça te prend un plan pour revenir sur 5 ans à l'équilibre budgétaire. Qu'est-ce que le gouvernement fait aujourd'hui? Il dit, m'en sac, 7 ans. Pourquoi? Mais c'est parce que il veut se gagner du temps pour ne pas être obligé de faire des choix difficiles en prévision de la prochaine élection 2022. En se gardant 2 ans de plus, il est capable de faire l'autruche pour 2 ans. En misant sur une reprise économique, je vais vous en parler d'ailleurs, puis que les choix difficiles, ça va être repoussé après. Parlant de reprise économique, dans la colonne des revenus, il sous-estime volontairement la croissance de l'économie. À peu près tous les experts au Québec s'entendent pour dire que la reprise économique va se situer autour de 5 à 6 %. Le gouvernement l'établit à 4 %. Se laissant donc une marge de manœuvre, parce que probablement il va y avoir plus de rentrées de fonds que prévu, donc une certaine marge de manœuvre, ils vont être capables de réaliser des choses qui n'ont pas budgété présentement. C'est stratégique l'affaire. Donc, on a repoussé l'échéancier de l'atteinte de l'équilibre budgétaire de 2 ans, faisant fi de la loi. On a investi massivement en santé et en éducation. Puis on a saupoudré, sans ligne directrice, la reprise économique. Est-ce qu'elle sera verte? Est-ce qu'elle sera régionale? On n'a pas d'idée vraiment là-dedans. On a aussi prévu une augmentation de 4,5 milliards de dollars dans le PQI, le plan, programme, peu importe comment vous l'appelez, le programme québécois des infrastructures. Et on dit que ça veut dire qu'on va mettre 135 milliards. 1 milliard, c'est 1000 millions. 135 milliards là-dedans. Puis, on veut que 60 % des investissements soient réalisés d'ici 5 ans. Ça veut dire paye sur le gaz. Parce que, surtout si le projet n'est pas commencé, là. 60 %, il faut que tu as l'idée, tu as le projet, tu as les plans, tu as tout, tu as l'appel d'offres, puis tu mets la pépine, là. C'est vite, là. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et par rapport à ce budget-là, donc, il y a des bonnes choses. C'est un budget qu'on peut lui donner une note facilement de C+ à B, quelque part là-dedans, là, C+, B, B-, quelque chose comme ça. Puis pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il n'y a pas de fil conducteur, parce qu'on repousse l'échéancier du 5 ans à 7 ans, sans vraiment un plan. On vise également, encore une fois, de l'argent virtuel provenant d'Ottawa sur les transferts en santé.
Et on fait une autre chose. Puis c'est là qui m'apparaît le plus grand risque de ce gouvernement, c'est que ce n'est pas un gouvernement qui a une capacité de rebondir rapidement. Pas très flexible comme gouvernement. L'année passée, on nous annonce qu'on a un budget, puis c'est comme si on n'avait pas de pandémie, puis 2 jours après, on a mis le Québec sur pause. Le budget était dépassé après 30 minutes. C'était fini, là. Oubliez ça, là. Ça valait même pas le papier sur lequel il était écrit. Aujourd'hui, on a un budget qui fait de l'aveuglement volontaire sur la situation des femmes, en lien avec la pandémie, en lien avec la violence faite aux femmes, puis à la violence conjugale. C'est sûr qu'on a eu 7 féminicides dans les derniers jours. C'est majeur. Le gouvernement pourrait prétendre qu'il n'a pas eu le temps de se revirer de bord. Si vous croyez ça, vous êtes dans l'erreur. Parce que c'est beaucoup plus que ça. Il n'y a pas vraiment d'argent puis de stratégie là-dedans, alors qu'il y a, une stratégie qui a été déposée en décembre de façon transpartisane de tous les partis politiques, justement pour contrer la violence faite aux femmes. On était capable d'appliquer ce programme-là ou ce plan d'action-là. Il n'y a pas d'argent pour ça. Puis à peu près tous les experts s'entendent pour dire que la pandémie a été plus dure sur les femmes que sur les hommes. Ça fait un an que ça dure. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'efforts mis là-dedans. Quelques dollars. Alors, ce que ça m'indique, moi, c'est qu'on n'a pas une très grande flexibilité, on n'a pas une grande agilité ou créativité dans le gouvernement pour répondre à des choses comme celle-là. Ça me semble pas mal plus un budget de fonctionnaire, un budget que ronron, pas tiron, il faut mettre de l'argent en santé, tout le monde savait ça, il faut mettre de l'argent en éducation. Juste les vaccins coûtent 400 millions, oui, il faut mettre de l'argent là, etc., etc. Alors, pas beaucoup d'imagination, puis je me reviens à Saint-Hyacinthe, là. Ça fait 2 ans de suite qu'ils nous font la démonstration que c'est le cas. Et la dernière chose dont je veux vous parler, c'est que quand je vous disais qu'en termes de reprise économique, on n'a pas de fil conducteur, vraiment, là, tu sais. Eh bien, si je vous disais, je vous donne 82 millions de dollars, puis fais ce que tu veux avec. Je sais pas, mais il me semble qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec 82 millions de dollars, là, comme boost pour notre économie, pour relancer des programmes, pour mettre ça vert, pour mettre ça régional, pour 82 millions de dollars. Pourquoi je prends ce chiffre-là? Ben, c'est parce que c'est le montant que le gouvernement va dépenser pour envoyer un chèque. On va envoyer un chèque à des étudiants universitaires. On va envoyer un chèque de 100$ aux étudiants universitaires pour la session passée, avant Noël, puis un autre chèque de 100$ pour la session actuelle. Fait que si t'étais, ça coûte 82 millions, ça. Fait que si t'étais étudiant l'année passée, puis cette année, ben, tu vas recevoir 200$. Ou tu vas recevoir 100$ l'année passée, puis là, si t'es pas là cette année, tu l'as pas. Alors, c'est bien le fun, là. C'est super le fun. Tu es un étudiant, tu reçois 200$. Écoute, tu peux sortir, tu peux magasiner un petit peu, Mais est-ce que ça va faire une grande différence? Individuellement. Mais 82 millions collectivement, ça peut faire une grande différence. Fait que voyez-vous, c'est une genre de mesure que tu dis, je suis pas sûr que c'est quoi l'objectif, parce que ça, c'est un moyen. C'est quoi? Quelqu'un va rester à l'université pour 100$? Ça va l'aider avec sa réussite scolaire? Va lâcher sa job? Mais non, il n'y a rien de ses réponses, aucune de ses réponses. Mais 100$. Mais collectivement, par exemple, 82 millions de dollars, ça pourra faire une différence dans bien des domaines. Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, c'est un budget correct. C'est un budget correct, confronté à la réalité, sans grande vision, par contre. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'on s'en va, si ce n'est qu'on continue more of the same, santé, éducation, puis pas de vision économique sur la relance de notre économie. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, l'indice du jour, le mot budget. L'indice du jour, le mot budget. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve demain pour, demain ou peut-être tantôt, je ne sais plus. J'ai trop de fun à faire des podcasts. Je perds le fil. J'en fais combien par jour? En tout cas. Fait que je vous retrouve très bientôt pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. OK? Salut tout le monde.